Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de ChatGPT qui risque d'être interdit en Europe, c'est juste après ça. Alors les amis, on commence du coup avec le programme du jour. Donc on va parler effectivement de ChatGPT qui risque d'être interdit en Europe. Donc c'est un article de Tom's Guide que j'ai trouvé, donc tomsguide.fr, qui revient en fait sur le fait que OpenAI et voilà, les applications OpenAI ne respecteraient pas le RGPD, donc pas mal de choses qui sont remises en question. On va faire un petit tour un peu du dossier pour voir qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui pourrait arriver potentiellement. Hello Malandrin, bienvenue à toi, merci pour le follow. Coucou. Ensuite, on parlera de Twitter également. C'est un petit peu le sbull en ce moment chez Twitter. Donc, un article du blog du modérateur. Puisque, comme vous le saviez peut-être, si vous suivez cette matinale régulièrement, on en avait parlé. Twitter devait désactiver en fait la certification pour un bon nombre de comptes. Si jamais ils n'avaient pas pris Twitter Blue, en gros, ça n'avait pas payé. Et à la grande surprise, il y en a qui se sont fait retirer la certification puis remettre. Voilà, je vous expliquerai ça. Ensuite, on parlera aussi de nouveaux candidats, on va dire, à l'API payante. On avait vu donc Twitter en premier, puis on avait vu que Reddit aussi passait son API en payant. Et là, c'est au tour de Stack Overflow. Alors là, ça va intéresser, je pense, les plus tech d'entre nous, donc les développeurs et les développeuses, puisque voilà, Stack Overflow, c'est quand même la référence. C'est une espèce de méga forum sur lequel toutes les personnes qui dev vont voir un peu... ce qui se passe, disons quand ils ont des questions techniques ou autres, en général c'est une espèce de gros Wikipédia du code, et donc ils couperaient l'accès gratuit à leurs API, ça passerait en payant, toujours dans un objectif finalement de, on va dire, de freiner un peu l'ascension de l'IA, alors pas dans l'esprit d'être contre l'IA, mais voilà, il y a pas mal de services comme Reddit d'ailleurs qui ont fait la même chose, parce que en gros les IA pompent complètement le contenu et donc voilà, il y a une espèce de guéguerre autour de ça, on verra ça. Ensuite, une mise à jour de Google Authenticator, si jamais vous ne connaissez pas. Donc Google Authenticator, qui est un service de Google qui vous permet notamment d'activer la double authentification. Il y a une mise à jour qui va avoir un vrai impact si vous utilisez Google Authenticator, on en parlera. Ensuite, donc on parlera aussi très rapidement de Pinterest. Pinterest qui lance des cours gratuits pour les experts du marketing en France. Donc voilà, la Pinterest Academy qui est lancée. Salut Olivier, comment ça va? Comment tu vas? Du coup, la Pinterest Academy, effectivement, qui est lancée. Donc on regardera ça très rapidement. Après, je vous parlerai vite fait, alors ce sera un peu l'instant de démo. J'ai pas vraiment pu faire la démo parce que, je vous expliquerai, mais en gros, il faut des comptes payants, etc. Mais en tout cas, je vous présenterai cet outil via une vidéo qui s'appelle Udesly, qui permettra d'utiliser donc Webflow, qui est un outil plutôt no-code, et de le basculer un peu plus dans la dynamique Jamstack, on va dire, dans quelque chose de peu plus... avec du code, etc. Je vous montrerai ça. Et si on a le temps, on parlera également d'un nouvel acteur e-commerce qui fait un petit peu parler de lui. Il s'agit, alors je sais pas si on dit Temu, j'en sais rien, c'est une application chinoise et c'est montant aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Un vrai concurrent, on va dire, à Wish, à Alibaba, à Amazon aussi, ce genre de choses. Et donc on reviendra un petit peu là-dessus si on a un peu de temps. Voilà pour le programme, les amis. Olivier, toi qui étais là hier, alors qu'as-tu pensé de l'interview d'hier soir? Est-ce que tu as passé un bon moment ou pas? Est-ce que c'était intéressant? Toi qui en plus est dans plus ou moins, on va dire, dans la partie no-code et automatisation dans ton travail, je pense que ça devait bien te parler. Moi hier j'ai trouvé ça hyper cool. Ah, Margot est là, coucou à toi. Ça t'a plu Margot, trop cool. On débriefera un petit peu en dehors du live si jamais ça t'intéresse, mais ouais, c'était mortel. Moi j'ai passé un trop bon moment et franchement j'ai appris trop de choses. Bruno était intéressant et beaucoup de valeur. Ouais, non, c'est un mec super cool, hyper talentueux. Je pense que vraiment en dev, il taquine vraiment pour avoir parlé un peu avec lui. Et ouais, en 2 ans et quelques, tout ce qu'il a mis comme automatisation. Pour ceux qui n'étaient pas là, franchement, le mec, donc, il crée des podcasts. Donc le podcast s'appelle IFTTD. Et en fait, comment dirais-je,
L'idée, c'est qu'en gros, il invite des personnes et donc il a automatisé tout son process, c'est-à-dire que aussi bien la partie invitation des gens, tout se fait tout seul. Là, ça envoie un brief, tu peux, en tant qu'invité, envoyer tes informations, tes photos, pof, tout est stocké, etc. Enfin, tout est hyper automatisé et ensuite il fait le tournage et une fois que c'est fait, pareil, la publication, tout est 100% automatisé, c'est méga méga cool. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment si jamais vous voulez voir, on va sortir bien sûr la vidéo replay, donc n'hésitez pas sur YouTube, slash déclic, vous pourrez voir un petit peu ça, je vous montre ça rapidement. Hop, c'est à cet endroit là que ça va se passer. Donc c'est @déclic et puis voilà, vous vous abonnez et comme ça vous verrez passer la vidéo, on va essayer de se grouiller pour la sortir relativement vite celle-ci parce qu'elle, je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde, je vous mets ça dans le chat. Hello Bruno, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Donc voilà. Non, c'était cool, c'était cool. Olivier, l'interview était très bien, beaucoup d'infos très pratiques. Coucou Benta. J'ai envoyé ça à 2 amis qui sont là-dedans aussi. J'attends le vidéo sur YouTube pour leur filer. Ouais, non, mais après, on va se dépêcher d'essayer de la sortir. Toutes les interviews sont méga intéressantes, mais celle-là était très pratico-pratique. Et moi, c'est ce que j'adore faire quand j'étais, notamment sur ma chaîne perso, Anto Parle Web. Je disais aux gens, voilà, j'aimerais bien des cas pratiques parce que c'est vrai que quand tu es... il y a beaucoup de choses en fait que tu peux apprendre mais qui sont très théoriques et quand tu as un vrai cas, tu partages ton écran, tu vois concrètement comment c'est, les galères, machin et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant et ça donne vachement envie en fait voilà, d'écouter, de comprendre, etc. et de tester après. Donc voilà, vraiment bien. Benta, c'est ouf tout ce qu'il a mis en place. Ouais, après je pense que c'est des choses tu vois qui se mettent au fur et à mesure, ça vient pas comme ça du jour au lendemain mais... ouais, il s'est chauffé, ouais. Et je pense que ses compétences et ses connaissances, comme j'ai dit, c'est très valorisable en entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient très très intéressées par un profil comme lui pour pouvoir automatiser le business, voilà, gagner du temps sur plein de choses, quoi. Olivier qui met dans des events, je vais toujours dans des sessions de feedback et cas pratiques. C'est plus intéressant pour adapter chez toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et souvent, moi, c'est ce que je dis, j'ai pas... surtout sur Twitch, je pense que c'est pas trop la philosophie, tu vois, Des fois, il y a des gens qui connaissent pas trop la culture Twitch, on va dire, et qui sont un peu en mode... comment dire, qui sont un peu en mode, tu vois, webinaire, quoi. Quelque chose de froid, un peu avec des slides à passer, etc. Et bon, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est pas... Je pense que, quitte à être sur Twitch, autant voilà, aller sur des trucs très concrets, et c'est comme ça, c'est un peu mieux, quoi. Voilà. Alors... je suis content si ça vous a plu parce qu'il me tardait de faire cette interview. Je savais que ça allait être mortel, donc voilà. J'avais des grosses attentes et franchement, j'ai pas été déçu, bien au contraire. Ça a outrepassé mes attentes. Allez les amis, on commence du coup avec ce premier article du coup, au début de cette matinale. Donc ChatGPT bientôt interdit en Europe. Évidemment, on ne retranche pas le petit article IA, hein, vous connaissez maintenant. C'est un petit peu obligatoire parce qu'on ne parle que de ça en ce moment, c'est ce qui fait parler. Oui, pareil, il y a des streamers qui n'y voient qu'un zoom. J'ai vu des discussions table ronde sans retour. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Sur Twitch, moi aussi, hein, j'en ai vu pas mal où il faut comprendre la philosophie, quoi, si tu veux. Et surtout que enfin, honnêtement, et encore, nous, sur Twitch, là, on utilise... je sais pas, 5% ou 10% des capacités, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre en place pour le parti interaction, et c'est ce que viennent chercher les gens, quoi. Donc pour ça, je trouve que Twitch a 30 ans d'avance sur à peu près tous les outils de stream, quoi. Donc effectivement, il y en a qui n'ont pas encore capté l'idée du truc, mais bon, ça viendra, ça viendra. Après, c'est quand même une culture à part, Twitch. Alors du coup... je commence à lire vite fait l'article. OpenAI est confronté à des enquêtes dans plusieurs pays de l'Union européenne en raison de préoccupations concernant la collecte et l'utilisation des données personnelles par son chatbot de génération de texte ChatGPT. La soif d'OpenAI de modèles plus grands basés sur une collecte de données massive d'Internet est à l'origine des problèmes actuels de l'entreprise. Les experts estiment que la conformité d'OpenAI aux règles européennes de protection de données sera pratiquement impossible, puisque en gros l'idée c'est que là, ce qui est reproché, c'est que une IA, pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle progresse, il faut qu'elle collecte beaucoup de données. Et du coup, eux, ils se sont permis de collecter massivement de la donnée sur Internet, mais vraiment de façon très intensive.
Et ça pose des soucis évidemment de protection de données, et puis voilà, de comment est-ce qu'ils gèrent un peu toute cette data. Donc les experts estiment que la conformité d'OpenAI aux règles européennes de protection des données sera pratiquement impossible. Hello Mister Zero, bienvenue à toi. Blague, tu connais la légende de l'homme? Écoute mec, j'ai rien contre les blagues là, mais de bon matin, voilà, on va éviter de faire des trucs un peu hasardeux, si ça te dérange pas. Donc je vais supprimer ton message et voilà, fais juste un petit peu gaffe parce que voilà, on n'est c'est pas le style de Déclic, c'est pas vraiment notre ligne éditoriale, donc voilà. Alors du coup, évidemment, de bon matin, j'ai perdu ma ligne. Donc on disait... Alors les autorités de régulation demandent à OpenAI... de demander le consentement des personnes pour l'utilisation de leurs données, de les informer sur l'utilisation de leurs données et de leur donner le pouvoir de corriger les erreurs et de supprimer leurs données si elles le souhaitent. Voilà, donc ça fait partie des choses qui font penser potentiellement à certains experts du milieu que ça sera pratiquement impossible de se conformer parce que vu comment est-ce que l'outil est mis en place, ça demanderait en fait beaucoup trop de mises à jour et de changements au niveau de l'outil pour pouvoir se conformer à tout ça. Si OpenAI ne parvient pas à prouver que ces pratiques d'utilisation des données sont légales, elle risque de faire face à des amendes, de devoir supprimer des données, voire être interdite dans certains pays ou dans toute l'Union européenne. Les violations présumées d'OpenAI sont si flagrantes qu'elles pourraient aboutir devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc voilà, quelque chose de relativement sérieux, on va dire. Attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Je voulais faire un autre truc, bon c'est pas grave. Ok, c'est bon. Le règlement général sur la protection des données de l'UE est le régime de protection des données le plus strict au monde et sa portée a été largement copiée dans le monde entier. Les régulateurs de données de nombreux pays seront attentifs à l'issue de cette affaire et le résultat pourrait changer la manière dont les entreprises d'IA collectent les données. Donc actuellement, il y a peu, je dirais, de législation là-dessus. On avait vu la dernière fois qu'il y avait l'IA Act qui était en train d'être un peu promulgué, mis en place. Donc l'IA Act qui serait un peu le texte référence, on va dire, en matière d'IA, tout du moins au niveau européen et toutes les règles auxquelles ils devraient se confronter. Mais effectivement, donc l'UE avec le RGPD est visiblement un des textes de loi les plus restrictifs et beaucoup de pays en fait regardent plus ou moins comment est-ce que nous on fonctionne du coup et donc ça risque de faire jurisprudence, c'est ce qui est un peu indiqué en tout cas. OpenAI devra être plus transparent sur ses pratiques en matière de données, devra montrer qu'elle utilise l'une des deux manières légales possibles de connecter des données d'entraînement pour ses algorithmes, soit le consentement, soit l'intérêt légitime. Il est peu probable qu'OpenAI puisse prouver qu'elle a obtenu le consentement des personnes concernées pour la collecte de leurs données, ce qui laisserait à l'entreprise uniquement l'alternative de l'intérêt légitime. Donc en gros, ce que dit ce paragraphe-là, c'est de dire que pour pouvoir être tranquille, soit il faut obtenir de la part des utilisateurs un consentement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est peu probable, parce que techniquement, je veux dire, ça doit être faisable je sais pas moi, via une mise à jour de l'outil ou autre, d'essayer d'obtenir le consentement. Soit sinon, il faut faire valoriser l'intérêt légitime. C'est vrai d'ailleurs sur la gestion des cookies, par exemple. Je ne sais pas si vous regardez des fois, mais dans les types de cookies, quand vous arrivez sur un site, il y en a certains qui peuvent être cochés par défaut. Et parce que, en gros, caractérisé comme étant d'intérêt légitime. Donc, cela obligerait l'entreprise à présenter des arguments convaincants aux régulateurs, donc dans le cas où effectivement on partirait plutôt sur la piste de l'intérêt légitime, sur l'importance réelle de ChatGPT pour justifier la collecte de données sans consentement. L'Italie, par exemple, l'Italie récemment qui avait, vous vous souvenez, bloqué l'utilisation dans son pays des outils d'OpenAI, a donné jusqu'au 30 avril pour se conformer à la loi.
Manu qui met dans l'idée, je comprends, mais dans les faits, je pense que les utilisateurs de ChatGPT connaissent tous l'existence des VPN, un peu à côté de la plaque cette mesure. Alors, moi, encore une fois, c'est un peu ce qui est dit au-dessus, c'est-à-dire que certes, les VPN existent, certes, tu pourras contourner la loi. En revanche, si jamais c'est quelque chose qui fait jurisprudence, c'est-à-dire si vraiment c'est mis en place par l'Europe et que ça donne, je dirais, une espèce de signal fort pour d'autres continents, bah, ça peut se propager, tu vois. C'est un peu comme TikTok, en ce moment, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence à se dire qui est-ce qui va stopper TikTok, qui est-ce qui va le bloquer dans son pays, mais après, il suffit qu'il y ait un mouvement, sachant que l'IA est quand même quelque chose qui fait relativement peur, c'est un sujet qui est quand même relativement controversé, on va dire, et donc, bah, le risque, c'est qu'il y ait une espèce de mouvement de foule où si l'Europe décide de mettre ce type de restriction, bah, peut-être que ça va entraîner, ça va créer un mouvement, quoi. C'est un peu l'idée, une espèce d'effet boule de neige, tu vois ce que je veux dire. Je comprends qu'il faille réguler. Oui, non, mais de toute façon, après, la partie régulation, et je pense que c'est quelque chose qui est... voilà, qui permettrait d'éviter certaines dérives, en tout cas. Alors le problème c'est qu'effectivement techniquement c'est compliqué, c'est ce qu'indique un peu le paragraphe suivant, une aiguille dans une botte de foin, c'est que comment faire la distinction entre mettons les données des Italiens, données européennes on va dire au sein de l'outil et d'autres données en fait qui seraient pas concernées par cette loi. Les entreprises technologiques ont tendance à ne pas documenter la façon dont elles collectent et annotent les données pour l'apprentissage automatique. Elles ne savent souvent pas ce qui se trouve dans l'ensemble des données. Selon Nitya, je vais pas y arriver, Sambasivan, ancienne chercheuse chez Google. Trouver les données des Italiens dans le vaste ensemble des données de formation de ChatGPT est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Même si OpenAI parvenait à supprimer les données des utilisateurs, il n'est pas certain que cette étape soit permanente, puisque des études ont montré que l'ensemble des données persistaient sur Internet longtemps après leur suppression, car des copies de l'original ont tendance à rester en ligne. Voilà, donc ça c'est aussi une autre chose, c'est que sur la partie suppression de données, quand bien même ils mettraient en place certaines choses, alors déjà ça serait très compliqué d'arriver à aller chercher précisément quelles données, etc. Comme je vous l'ai expliqué, et en plus il y a quid de la suppression de données qui est en réalité pas si permanente que ça, puisque potentiellement ça peut sortir, ça peut être copié, etc. etc. Ce qui est vraiment préoccupant, c'est la façon dont on utilise les données que vous lui donnez dans le chat, explique Alexis Lautier, expert IA à la CNIL. Les gens ont tendance à partager des informations intimes et privées avec le chatbot en lui parlant de choses comme leur état mental, leur santé ou leurs opinions personnelles. C'est problématique, il y a un risque que ChatGPT régurgite ces données sensibles à d'autres, et en vertu de la législation européenne, les utilisateurs doivent pouvoir faire supprimer les données de journal de chat. Voilà, donc, bon, on s'y attendait un peu, hein. De toute façon, on s'y attendait un peu, ChatGPT faisant énormément parler, l'IA étant le sujet tendance, je dirais quasi numéro 1 du moment, en tout cas sur le secteur technologique. On s'attendait effectivement à ce que ça fasse grand bruit, on s'attendait à ce que le législateur arrive, un peu à la bourre forcément parce qu'il faut le temps de mettre les choses en place, mais surtout avec les premiers, je dirais, on a eu des premières prises de position fortes comme l'Italie ou d'autres pays qui effectivement avaient carrément interdit l'utilisation, même si c'était contournable, ça reste quand même un message fort. Et on s'attendait forcément à une réaction de l'Europe qui en la matière est quand même relativement calée et essaye de légiférer au fur et à mesure de ce qui arrive dans le secteur technologique. Manu qui met, oui je vois, mais le truc c'est que si on fait ça en Europe, les US vont prendre 3 longueurs d'avance en termes d'IA et vont encore asseoir leur monopole sur la tech. Et après on va dire qu'il faut créer le Google français. C'est pas un sujet facile. Je reconnais que c'est pas un sujet facile parce que ouais, comme tu le dis, c'est-à-dire que en faisant ça, est-ce qu'on se tire pas aussi une balle dans le pied? Est-ce qu'on se bride pas? C'est pas simple parce que en matière de législation, il faut arriver à synchroniser tous les pays, tu vois, qui soient d'accord, ce qui est déjà pas facile. Et ensuite, quand bien même tu arrives à les synchro, c'est vrai que du coup tu te dis, ok, mais moi du coup je vais
je vais limiter pas mal en fait mon expansion, ma recherche, etc. etc. Ça, j'en suis totalement d'accord. Hein. C'est un peu comme... alors, c'est un sujet qui est complètement à part et ça n'a rien à voir, mais c'est plus un parallèle que je vais faire. C'est un peu comme quand, tu vois, en France, par exemple, tu vois des taxes qui sont mises en place, par exemple, pour des transporteurs ou certaines règles, par exemple, sociales sur les entreprises dans la logistique, par exemple, où le conducteur doit s'arrêter tous les X heures, machin et tout, et où en fait, tu as d'autres pays, notamment en Europe, qui sont pas soumis à la même législation. Ben, quel est le résultat? Le résultat, il est que, alors c'est pas que ça, hein, mais le résultat, il est que tu as des entreprises logistiques françaises qui peuvent pas rivaliser en termes de prix avec d'autres entreprises type Roumanie ou ce genre de choses, quoi. Ou même des Espagnols, ce genre de trucs. Et donc, du coup, ben, en termes de logistique, c'est très très compliqué. Voilà, et ça, c'est clair que ben, c'est dû justement à une espèce on va dire, on n'est pas sur les mêmes règles et la même vitesse, on va dire, entre plusieurs pays. Donc on peut très bien, effectivement, comme tu l'as dit, se projeter et dire que ben, ça peut être pareil dans le cas du secteur technologique. Et ben, du fait de la régulation, le risque, il est là, quoi. Le risque, il est là. Parce que c'est beaucoup plus open bar côté États-Unis. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, on va suivre et voir un petit peu comment ça avance, mais sachez que ça bouge côté Europe. Olivier qui met les Espagnols qui arrivent en France pour la traversée et qui doublent sur... Alors je pensais pas vraiment à ça, mais je pensais plus au secteur du transport où je sais que ben, les transporteurs, notamment français, hein, mais pas que, souffrent beaucoup de cette espèce de régulation à deux vitesses où ben, voilà, en fait, ça leur pose des contraintes, que ce soit financières ou au niveau réglementaire, qui fait qu'ils peuvent pas rivaliser, quoi. Les semi-remorques, ah ouais d'accord, carrément des semis qui te, qui te doublent. Ouais, moi je suis pas suffisamment sur la route pour constater ce genre de choses, mais je veux bien te croire. Allez, on enchaîne du coup avec l'article suivant, on va parler de Twitter. Alors Twitter c'est un peu le bordel là, en ce moment. Hein. Twitter rétablit la coche bleue pour certains comptes, la confusion continue. Ah, alors de quoi il s'agit? Donc comme vous le savez... depuis l'arrivée d'Elon Musk, pas mal de changements au niveau modèle économique, on essaye de faire rentrer de l'argent. On a mis en place donc un abonnement qui s'appelle Twitter Blue, je crois que c'est 8$, un truc comme ça, pour les premiers prix. Et en fait, là, on arrivait un petit peu à échéance, enfin à une date fatidique, c'est-à-dire que donc la coche bleue de certification, qui est la coche, je pense que c'est l'une des, il y a 3 ou 4 types de coches, il me semble. Qui certifie votre compte, et donc il y en a une, celle-ci, la bleue, devait passer en fait en payant, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas un compte Twitter Blue et donc que vous payez pour accéder à Twitter, enfin pour accéder à certaines fonctionnalités de Twitter, vous perdiez votre coche. Sauf que donc bon, la date passe, effectivement il y a des gens qui se voient retirer la certification, et puis là, aux surprises, certains comptes, notamment, bah alors c'est souvent des comptes hyper influents, style minimum 1 million de followers, qui découvrent que leur coche réapparaît. Et ce petit détail qui peut paraître anodin ne l'est pas. Pour une raison très simple, c'est que bah, on va lire l'article, mais sachez que le fait, on va dire, d'avoir une coche de certification entraîne plus ou moins une adhésion au système Elon Musk, quoi. C'est un peu ce qui est souligné dans cet article. Donc on va le lire. Alors on commence par une citation du rappeur américain Lil Nas X qui dit « Sur mon âme, je n'ai pas payé pour Twitter Blue. Homme de Tesla, tu vas connaître mon courroux. » Voilà, ça part déjà très très chaud. Et donc il a posté ce tweet qui résume bien, selon l'article du blog du modérateur, la situation actuelle de Twitter, l'objet de la colère de l'artiste et de bien d'autres personnalités sur leur réseau appartenant à Elon Musk. L'idée, enfin, quelle est cette raison justement? L'apparition sur leur profil du badge bleu, alors que Twitter a supprimé ces symboles gratuits de certification tout récemment. Attendez, je pense que j'ai mal lu ma phrase, je vais la reprendre. L'objet de la colère de l'artiste... Ah ouais, parce qu'en fait, il y a un point d'interrogation. Alors, si je mets pas l'intonation, vous allez rien comprendre. Bon, peu importe.
L'apparition sur leur profil d'un badge bleu alors que Twitter a supprimé ces symboles gratuits de certification tout récemment et que le seul moyen d'en obtenir un est de payer un abonnement mensuel. Voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle ils sont énervés. Mais pourquoi? Parce que cette coche bleue sous-entend que les personnalités ont payé pour obtenir comme indiqué sur le profil alors que ce n'était pas le cas. Ainsi, de nombreux utilisateurs certifiés malgré eux tiennent à faire savoir qu'ils n'ont pas payé pour ce badge bleu qui leur a été attribué sans consentement. La plupart de ces comptes authentifiés sans abonnement ni demande particulière possèdent plus d'1 million de followers. Cet imbroglio, alors je ne connaissais pas le terme, c'est une situation un peu... imbroglio, je suis allé chercher, parce que voilà, on fait aussi un petit peu de... On découvre aussi, c'est pour la culture. Situation confuse, embrouillée, voilà, sachez-le. Cet imbroglio n'est pas si anodin qu'il n'y paraît, car cette coche bleue peut donner l'impression d'un soutien au patron du réseau social et au nouveau modèle économique de la plateforme. Donc voilà, sachez que beaucoup de gens du coup ont tweeté suite à cette espèce de mouvement de foule, on va dire, et cette espèce de mouvement de panique en disant les gars, moi je suis certifié, mais sachez que j'ai rien payé, on m'a attribué ce truc, mais moi j'y suis pour rien, quoi. Parce que sinon ça prouvait en gros que vous adhériez un peu au modèle Elon Musk, et à sa nouvelle vision de Twitter, et donc c'était pas sans conséquence. Pour ajouter à la confusion, Elon Musk a confirmé avoir lui-même payé certaines certifications comme celle de l'auteur Stephen King ou du basketteur LeBron James. Donc en plus de ça, il a rajouté encore de la complexité en payant lui-même certaines certifications. Et pour terminer cerise sur le gâteau, il y a certains comptes de personnalités décédées qui ont retrouvé aussi leur coche bleue. Donc voilà, ça a donné un joyeux bordel. C'est-à-dire que de façon plus ou moins random, alors après je vous rassure, vous avec peut-être vos 200, 1000, 2000 personnes, que sais-je, il y a peu de chances que vous ayez la certification gratuite. En revanche, si vous avez plus d'1 million de followers, peut-être que vous aussi vous avez pu bénéficier de ça. Donc il y a quand même une espèce de lien avec le nombre de gens qui vous suivent. Et du coup, effectivement, la coche qui réapparaît, plus le fait que Elon Musk aurait payé pour certaines personnalités, parce qu'évidemment, il y trouve un intérêt. Donc ça donne un joyeux bordel, tout ça. Olivier qui met: avant Elon, recevoir un badge bleu était un beau cadeau. Après Elon, recevoir ton badge est mal vu, ça en dit long. Avant Elon, la réception du badge bleu se faisait sans consentement autant que je... Oui, mais alors là si tu veux, ce qui est souligné dans l'idée, c'est que en fait c'est le lien, parce que c'est quand même un personnage très controversé. L'évolution de Twitter, pareil, il y a beaucoup de gens qui sont pour ou contre. Les gens restent, mais préfèrent rester dans l'ombre, tu vois, en mode pas prendre de position. Et là en fait, surtout quand tu es une personnalité publique, je pense, moi je me mets à leur place, du jour au lendemain, tu vois la certification apparaître et t'es là en mode ok, je suis identifié auprès de ma communauté comme étant quelqu'un qui entre guillemets soutient tout ce mouvement là, ça te fait prendre une position sans que t'aies demandé quoi que ce soit, quoi. Donc c'est un peu relou. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Autre conséquence, il y a des médias qui se sont mis un peu en grève sur Twitter. Parallèlement à cette situation déconcertante et à la colère des intéressés, plusieurs groupes de grands médias ont décidé de faire la grève du tweet. En effet, la radio publique américaine NPR ou le groupe canadien CBC Radio-Canada ont suspendu leurs activités sur Twitter pour protester contre certaines mentions accolées par Twitter, telles que donc la mention médias financés par le gouvernement ou affiliés à l'État, qui remettrait donc en cause leur impartialité ou leur indépendance. Voilà, donc apparemment il y a un certain nombre de mentions qui sont apparues, et effectivement on peut comprendre que quand on est un média, avoir juste à côté médias financés par le gouvernement, c'est pas forcément le truc qui disons que ça peut dénoter d'une espèce de tendance sur que vous soyez influencé, on va dire, dans vos infos. Du coup, grève du tweet, en tout cas pour certains comptes. Si ces mentions ont disparu, elles ont aussi été retirées des comptes de médias réellement financés par l'État. Donc il y a aussi l'effet inverse, il y a des gens, des médias qui sont vraiment financés par l'État qui, eux, pour le coup, n'ont pas la mention. Comme l'agence chinoise Xuan ou les Russes RT. Je sais pas comment ça se dit, ou Orti, je sais pas comment on dit.
Une confusion totale donc qui ne sera pas éclaircie par les demandes d'explication de la presse de Twitter puisque le réseau social ne répond plus aux sollicitations des journalistes que par un emoji en forme de crotte. Voilà, ça c'est un truc, j'avais vu ça il y a quelques temps. Maintenant toutes les demandes en fait entrantes de la part des journalistes sont trollées avec un emoji en fait et donc ils répondent plus à rien quoi. Donc on n'a même pas en fait le point de vue de Twitter autrement que par leur communiqué officiel et puis les tweets un peu sulfureux de l'ami Elon. Alors Olivier qui dit donc qu'ils doivent touter, c'est ça sur Mastodon, on dit touter, je sais même pas. À fond maintenant, faut retrouver leur compte. Ouais. RT est banni en France et plein de pays de l'UE. RT est russe, ouais, je connais pas ce média russe. Enfin voilà, joyeux bordel du côté de Twitter. Je sais même pas comment ça tient encore. Honnêtement, je me dis mais comment est-ce que ça va pas tomber. Je pense que vraiment Twitter a de la ressource parce que ça fait longtemps que je pense que ça aurait déstabilisé plus d'un réseau social. Pour autant les gens restent, c'est ça qui est quand même fou. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'endroit où tout se passe entre guillemets. Et puis en plus il y a quand même un côté très voyeuriste je pense, c'est très cancan en quelque sorte qui règne sur Twitter et les gens visiblement adorent ça donc bon, Twitter tient bon mais pour combien de temps là est la question. Alors on enchaîne ensuite avec une actualité de ZDNet. Évidemment si vous voulez réagir, si vous avez des questions n'hésitez pas, moi je continue, tant que vous discutez pas dans le chat, moi je continue ma petite matinale, mais n'hésitez pas évidemment si vous avez des réactions, des questions ou autre, on peut même faire des petites digressions. Si vous avez des actualités aussi que vous avez vu passer dont vous voulez nous parler, n'hésitez pas bien sûr, ça sera avec grand plaisir. Hello Taiga, coucou à toi, salut Xavier No Code, coucou, comment ça va? T'es content de l'interview d'hier, Xavier? Vu que tu as été là une majeure partie du temps, peut-être que tu peux nous donner ton retour. On en a parlé au début, là, très bonne interview. Et franchement, on a passé un bon moment. Sorry, je discute avec moi-même, dit Olivier. T'inquiète, Olivier, t'inquiète. C'était incroyable. Ouais, alors pourtant, toi qui es quand même dans le no-code et qui en connaît un rayon, enfin je pense que tu dois, voilà, des workflows et autres, tu dois quand même avoir passé, mais là pour le coup, ce serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience pour quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Est-ce que tu as l'impression que vraiment Bruno a poussé énormément au niveau de ses automatisations ou autres? Parce que ouais, moi je trouve ça incroyable, mais après c'est vrai que je suis un peu noobs sur la partie automatisation, ça fait que quelques semaines on va dire que je m'y intéresse, mais ouais c'est fou, hein. C'est fou de voir d'avoir vu tout ce qu'il a mis en place, etc. Je pense que c'est le résultat de pas mal de boulot. Mais ouais, je trouvais ça très cool, en tout cas, qui nous partage un peu tout ça, qui nous aiguille aussi sur... même s'il n'y a pas dans l'interview, il n'y a pas toutes les réponses. Si de même vous voulez automatiser, il faudra creuser un peu. Mais ça donne des bonnes pistes et des bonnes idées. Et franchement, voilà. Franchement, alors Xavier qui met, franchement, il a fait un sacré boulot, bien documenté et tout. Ouais, non, mais je pense qu'il y a passé du temps, hein, à mon avis. Olivier qui met, j'ai vu quelqu'un qui faisait l'équivalent de Bruno mais sur Notion et bien plus loin, mais je trouve qu'il passait plus de temps à configurer Notion qu'à l'utiliser. Alors ça c'est rigolo que t'en parles, c'est un truc qu'on a abordé. Je sais pas si t'étais venu à cette époque là, mais on avait reçu on avait fait une interview justement sur la thématique de Notion. Si, je crois que t'étais là il me semble. Et justement ça faisait partie un peu des questions qu'on avait abordées, le fait que des fois Notion, qui est un outil censé être un outil de productivité, pouvait être contre-productif. Et on a publié d'ailleurs la vidéo, vous l'avez ici sur YouTube, où justement, voilà, pour dire que il faut savoir en fait trouver les limites aussi de l'outil, arrêter de passer trop de temps là-dessus et vraiment se concentrer sur des besoins et voilà. D'ailleurs, je pense que c'est un peu la même démarche, je vous le mets dans le chat de la vidéo, c'est un peu la même démarche, je pense, sur tout ce qui est no-code, c'est-à-dire que très facilement aussi, tu pourrais avoir envie d'automatiser plein de choses et passer beaucoup de temps, et en fait, c'est des choses que tu vas pas forcément utiliser. Et donc, je me dis qu'il faut aussi, à ce niveau-là, se baser... Enfin, genre, par exemple, tu as un besoin, tu détectes que tu fais ça tous les jours et que ça te fait perdre X secondes. Là, tu l'automatises, mais tu n'y passes pas trop de temps. Tu
fais en sorte quand même que ce soit d'éprouver un peu ton concept. Et si tu vois qu'effectivement tu y gagnes, là tu continues à itérer, à le faire grossir, tu vois. Je pense que c'est un peu la même démarche que sur les boards de Notion et tous les outils Notion, quoi. Alors, on va enchaîner du coup avec l'article suivant, un article de ZDNet qui nous parle du coup de Stack Overflow. Stack Overflow que vous connaissez ou pas si vous êtes dans la tech, mais Stack Overflow qui est un peu un méga forum pour les développeurs et les développeuses avec beaucoup de demandes d'aide sur ça peut être sur du langage de programmation, sur des choses comme ça, et donc c'est une espèce de méga bible, un gros wiki pour les développeurs, quoi, tout simplement. Et du coup, Stack Overflow rejoint Reddit et Twitter sur le fait de passer leur API payante pour les IA, puisque grosso modo, ils en ont marre de se faire pomper toute leur data. Donc du coup, ça passerait en payant, ce qui serait pas sans conséquence, je pense, pour pas mal de gens qui utilisent l'outil. Hello KBL, bienvenue à toi. Ah, on a pas mal de gens qui arrivent là à cette heure-ci, quelle heure est-il? Ouais, on a passé 9h là, vous avez passé vos daily meetings et ça y est, vous nous rejoignez. Qui y a Timmy in Frame, coucou à toi, bienvenue. Xavier, moi je le fais, c'est vrai que j'automatise pas mal de choses juste parce que c'est amusant. Ah après, il y a le côté geek aussi qui remonte, mais on est tous dans le même cas, je te rassure. Alors, concernant cet article, la facture des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle continue de s'alourdir. Stack Overflow rejoint Reddit et Twitter parmi les plateformes qui prévoient de faire payer les entreprises d'IA qui souhaitent utiliser leurs données à des fins de formation de modèles. Puisqu'effectivement, les modèles d'IA ont besoin de beaucoup de data pour pouvoir s'entraîner. Selon un article de Wired, Stack Overflow pourrait commencer à faire payer les entreprises d'IA cet été pour accéder à son forum contenant plus de 50 millions de questions et réponses pour la formation à des projets d'IA. Hello Bernard également, Bernard de la vitre arrière, coucou à toi. Stack Overflow est un forum qui rassemble les programmeurs et programmeuses qui propose un environnement collaboratif à ses utilisateurs. C'est un endroit populaire où les développeurs posent des questions. Pardon, j'ai un petit onglet qui s'est ouvert, ça m'a perturbé. C'est un endroit populaire où les développeurs posent des questions sur les problèmes de codage et les langages de programmation, et il fonctionne comme une ressource d'apprentissage pour ces plus de 20 millions d'utilisateurs. Donc sachez que si vous n'êtes pas, peut-être vous ne connaissez pas Stack Overflow, si vous ne codez pas, mais si vous codez, voilà, il faut savoir que c'est quelque chose de très utilisé par les développeurs tous les jours. Dans un récent billet sur le site de l'entreprise, le PDG de Stack Overflow a expliqué que permettre au modèle d'IA de s'entraîner sur les données que les développeurs ont créées au fil des ans, mais ne pas partager les données et les enseignements de ces modèles avec le public en retour, conduirait à une tragédie des biens communs. Donc c'est un peu une démarche, je dirais, plus ou moins éthique, et donc en fait il s'oppose un peu au fait que l'IA pompe tout, et c'est un espèce de savoir qui a été rassemblé depuis des années et des années, et voilà, selon eux, ça serait pas juste en fait que tout ça soit pompé et vienne entre guillemets aussi en concurrence à des développeurs. Donc c'est un peu le sujet qui fait débat. Est-ce que c'est une vraie raison ou est-ce que c'est aussi une opportunité pour Stack Overflow de développer un peu son modèle économique? C'est possible aussi, puisque prenant un peu le pas, l'espèce de mouvement qui a été mis en place par Twitter et par Reddit, on se dit ok, si Reddit le fait, nous on peut le faire aussi, et puis comme ça passera beaucoup mieux. C'est une question que je me pose aussi. Mais après, sur leur remarque de base, elle est tout à fait juste de se dire qu'effectivement, ça c'est quand même il parle de bien commun, quoi, c'est vraiment un des termes forts, et de dire on va pas laisser l'IA tout pomper comme ça et puis ne pas réagir et laisser ça en toute impunité, quoi. Le forum a fait la une des journaux à l'automne dernier pour avoir interdit l'utilisation des textes générés par ChatGPT. C'est vrai qu'ils avaient statué là-dessus et ils avaient dit qu'en gros, eux, ils s'opposaient complètement au code généré par IA pour le poster en fait sur leur forum, jugeant cette pratique nuisible entre guillemets au site et à ses utilisateurs. Et donc il y a une citation: si nous ne continuons pas tous à contribuer à la connaissance sur une plateforme publique partagée, nous risquons de nous retrouver dans un monde où la connaissance est centralisée dans la boîte noire de modèles d'IA qui exige que les utilisateurs paient pour accéder à leurs services. Et donc voilà, c'est ce qu'a ajouté du coup le PDG de Stack Overflow, qui a un nom
très compliqué à prononcer, donc je ne vais pas tenter le diable. Et donc voilà, ils se sont positionnés assez fermement là-dessus, et donc ils essayent un peu de lutter, on va dire, à leur échelle sur cette espèce de voilà, de mouvement qui fait que, comme il disait, hein, que l'IA deviendrait une espèce de grosse boîte noire et que toute la connaissance serait basée là-dessus, et qu'en plus de ça, il faille payer, donc c'est quand même très très problématique. Olivier qui met, il y a 4 ou 5 ans, on parlait avec un ami sur les API, on voyait que le futur des sites, entre guillemets, était dans les API, et pas simplement un site web. Et c'est un très bon moyen de financement, et c'est comme ça qu'on a commencé à développer un service de NFT et que je fais aussi mes apps actuellement. Et on le voit souvent dans le dev, front-end et back-end qui communiquent via une API. Alors le principe des API est relativement cool. Nous on le voit, bon de toute façon comme je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué à l'agence où je travaille, donc PicBeam, on est sur des solutions plutôt headless, des choses plutôt modulaires, donc la partie API c'est quelque chose qu'on maîtrise relativement bien et dans lequel on croit. Après voilà, autant la partie autant la partie API est fun, autant là je pense que Stack Overflow, leur démarche c'est pas de dire forcément, de prime abord c'est pas ce qu'ils avancent en tout cas, c'est pas de dire on essaye de gagner du pognon avec notre API, mais c'est plus de dire en fait en contrôlant un peu ce qui se passe au niveau de nos API, on va limiter le mouvement qui est grandissant, on va dire, des IA, et qui risque de nous dépasser très prochainement et sur lequel on n'aura plus d'emprise, quoi. Donc voilà, autant la partie API, je pense que c'est quelque chose qui s'est vachement développé ces dernières années, et il faut le penser comme ça, parce que tu le vois dans les usages. Dans les usages, concrètement, aujourd'hui, tu ne penses pas les choses genre un site avec un écran 1920 par 1080 comme on le faisait auparavant. Avant, tu développais, mettons, tu designais une page, et après, à la limite, on a commencé à designer une page responsive style mobile, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, il faut penser modulaire, il faut penser que tu as donné, je sais pas moi, si par exemple tu as un e-commerce, typiquement, il faut penser que potentiellement ton e-commerce va te servir pour alimenter ton site, pour les achats, etc. Mais peut-être que tu peux aussi t'en servir, par exemple, pour la gestion de stock. Si tu as des logisticiens ou autres dans ta boîte, tu es une boîte de 50-70 personnes par exemple, tu as des gens qui gèrent tous tes stocks, ils peuvent avoir leur petite tablette et puis avoir un espèce de logiciel dédié qui se base effectivement sur tout ce qui se passe sur ton site, c'est-à-dire si sur ton site il y a des commandes, hop, tu as directement tout qui est notifié, enfin voilà. Donc effectivement, il faut penser les choses, je pense, de façon beaucoup plus modulaire, que ce soit en termes de conception et d'architecture, API, etc., microservices, pourquoi pas, mais même au niveau design. Au niveau design, on le voit, l'apparition des design systems, des designs, je dirais, conçus de façon modulaire, comment on appelle ça, de façon atomic design. Voilà, tout est pensé comme ça en composants et en blocs. Il n'y a plus de notion de page statique. Et en plus, il y a eu tellement d'évolutions aussi au niveau des devices. Genre aujourd'hui, tu peux avoir des écrans de toutes les tailles. Des gros écrans qui font 3000 ou 5000 pixels, comme des watch par exemple, où les mecs ils reçoivent, ils consultent 2-3 choses sur leur montre. Donc tu es obligé d'en passer par là, et pour pouvoir maintenir une espèce de cohérence et pouvoir faire progresser toutes tes applications. Quand je dis application, c'est aussi site web, etc., etc. Tu es obligé de penser les choses de façon modulaire, que ce soit en termes de design ou en termes de dev, de tech pure, quoi. Atomistic qui dit je t'ai pas vu Atomistic, ou quoi toi, ou un back-end pour le web, le mobile et autres appareils. Ouais, c'est ça, ça peut être aussi, tu peux t'en servir comme d'un back-end, une seule source d'information qui après est diffusée dans plein de cas. Voilà. Donc c'est effectivement la philosophie, et les API du coup aident énormément à tout ça, quoi. Alors on enchaîne du coup rapidement les amis, puisque je vois que l'heure passe, avec un article du coup de l'éclaireur Fnac qui nous parle d'une mise à jour de Google Authenticator, donc qui est peut-être une application que vous utilisez. Donc Google Authenticator qui permet en fait de gérer notamment le 2FA, la double authentification, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à un site internet, vous avez en fait la possibilité de
de demander à avoir une deuxième façon de vous authentifier. Donc des fois ça peut être par exemple vous fournissez un numéro de téléphone et vous recevez un SMS ou ce genre de choses avec un code à donner. Mais il y a également en fait un système qui permet de... Alors, je pense que tout le monde est à peu près au fait de comment ça se passe, mais grosso modo l'idée c'est que vous êtes vous activez votre double authentification, imaginons sur Twitch par exemple. Donc vous activez la double authentification et en fait vous avez la possibilité avec notamment Google Authenticator, mais il y a d'autres applications concurrentes qui permettent d'avoir en fait de scanner notamment un QR code. Et en fait, vous avez dans l'application un code qui est généré toutes les X secondes, imaginons toutes les 30 secondes. Et du coup, quand vous allez vous reconnecter sur Twitch, si on conserve mon exemple, vous allez rentrer votre mot de passe. Et ensuite, ça va vous demander de rentrer également ce petit code qui est généré tous les X secondes pour être bien sûr que c'est vous. C'est de la double authentification. Donc du coup, Google Authenticator fait partie des applications les plus utilisées, mais avait une limite. La limite, c'était que c'était tout stocké sur un seul et même device, sur un seul et même... un seul et même... je sais pas comment on peut traduire device, terminal, enfin bref, en tout cas, imaginons sur votre téléphone. Et c'était pas possible de partager, de synchroniser en fait tous vos 2FA, on va dire, sur d'autres appareils. Ce qui était très problématique, puisque en gros, déjà, c'est pas pratique. Parce que si par exemple vous n'avez pas votre téléphone sur vous, voilà, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur un ordi et vous n'avez pas le téléphone qui est ici, vous êtes obligé d'avoir le téléphone pour pouvoir avoir accès à votre double authentification. Alors que si c'était synchronisé sur plusieurs appareils, ça serait beaucoup plus simple. Donc il y a des concurrents qui avaient déjà cette fonctionnalité, comme le OT par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc du coup Google vient d'annoncer une mise à jour qui permettrait enfin de synchroniser tous vos mots de passe, enfin tous vos 2FA en fait, tous vos mots de passe doubles on va dire, sur l'ensemble de vos appareils. Donc c'est ce que dit l'article, le géant de Mountain View permet enfin de synchroniser les mots de passe à usage unique de l'application à son compte Google via le cloud. Une petite révolution pour les gestionnaires de mots de passe qui aura mis des années à venir. Configurer l'application sur un nouveau smartphone ou une nouvelle tablette Android et iOS devient maintenant un jeu d'enfant. D'ailleurs, je crois de mémoire que moi j'avais commencé sur Google Authenticator et je suis passé sur OT à cause de ça parce que je trouvais ça vraiment pas pratique du tout. Et dans mon quotidien, c'était juste méga lourd quoi, à gérer. Il est étonnant d'ailleurs que Google n'ait pas implanté cette solution pour pouvoir synchroniser ses mots de passe à usage unique, aussi appelés des OTP, dans sa célèbre application Authenticator, alors que bien d'autres comme OT le permettent depuis longtemps. En effet, l'arrivée d'Authenticator en 2010, depuis l'arrivée d'Authenticator en 2010, l'application n'était jusqu'à maintenant configurée que sur un seul et unique appareil. Cela garantissait une sécurité accrue, mais la solution se révélait limitée lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice changeait de smartphone ou de tablette. Il fallait alors tout reconfigurer sur le nouvel appareil pour pouvoir avoir accès à nouveau. Donc ça c'est une première chose, c'est que c'était pas du tout pratique en fait au quotidien. Et l'une des règles de sécu, c'est que souvent, device égale appareil. Merci The Viking Dev, des fois j'ai un peu du mal à faire les bascules entre l'un et l'autre. Ouais, donc l'une des choses qui est quand même très importante, notamment en matière de sécurité, même si je ne suis pas spécialiste, mais je sais que ça fait partie des grands principes, c'est il faut savoir mettre le curseur entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la sécurité et qu'est-ce qui est de l'ordre aussi du pratique. Parce que si vous pouvez aussi avoir une sécurité maximale, mais qui en gros va faire que les utilisateurs que vous protégez, imaginons vous êtes dans une équipe sécu et vous devez protéger tous les employés de la firme dans laquelle vous travaillez. Si vous mettez en place des choses beaucoup trop restrictives, ce qui va se passer, et l'expérience le prouve, c'est que vos utilisateurs vont pas respecter tout simplement ce que vous avez mis en place, ou bien vont trouver des subterfuges qui vont être encore moins sécures que si vous n'aviez pas mis votre système en place. Donc il faut savoir mettre le curseur à un certain moment pour savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de... Enfin, essayer de rendre ça quand même agréable au quotidien pour que les gens respectent bien ce que vous mettez en place. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme truc à dire? Google synchronise depuis des années maintenant de nombreuses données entre les appareils via votre compte Google, par exemple les mots de passe qui peuvent être stockés sur Google Password Manager. L'authentification à 2 facteurs est encore nécessaire pendant que le monde vit encore avec les mots de passe, voilà, puisque
ça pourrait changer avec les passkeys, on en avait déjà parlé, hein, les passkeys qui seraient une espèce d'alternative qui nous permettrait de ne plus avoir à utiliser de mots de passe. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez que si vous ne connaissez pas les passkeys, intéressez-vous parce que ça va être quelque chose, une fois globalisé et mis en place, qui peut vraiment changer la donne. Il est donc nécessaire pour Google de remettre son outil de génération de mots de passe à usage unique au centre de son expérience et d'activer la synchronisation sur tous les appareils. Donc du coup, il faut faire une mise à jour, je crois maintenant, hein, si vous voulez y accéder. Mise à jour de l'application sur Android et iOS, et après vous avez des indications à suivre. Et donc ouais, ce paragraphe aussi est intéressant. Donc c'est Christian Brand qui est donc chef de produit de l'entreprise Google et qui a en gros expliqué que ce qu'il s'était rendu compte aussi, c'est que en cas de perte et de vol, c'était un peu le bordel pour pouvoir gérer cette situation-là, et en matière de sécurité, c'était pas ouf. Donc voilà, d'où la nécessité de passer sur de la synchronisation. Et du coup, avant de lire vos petits commentaires, j'ai vu passer d'ailleurs un tweet sur Notion, justement, sur la même thématique, qui a activé enfin le 2FA, donc la double authentification est enfin mis en place côté Notion, si jamais vous êtes utilisateur et utilisatrice de Notion. Jusqu'à présent, c'était pas le cas, et donc voilà, j'ai vu passer ce tweet tout à l'heure, donc c'est tout à fait frais, ça date du 25 avril, voilà, donc d'hier. Voilà pour ce petit article de l'éclaireur Fnac. Je lis rapidement vos commentaires. Donc Olivier qui était revenu effectivement sur la notion d'API, etc. Tout ton système est une source d'information que tu pousses, peu importe l'interface web, mobile, etc. Voilà, donc qui est plutôt, c'était sur le sujet précédent dont on discutait. Olivier dit j'ai OT, mobile, desktop, tablette. Pareil, OT, ça fait bien le café. En termes d'UI, UX... il y a 2-3 trucs peut-être qui pourraient être un peu mieux, mais dans l'ensemble, ça fait quand même bien le café. Bitwarden offre ça dans son modèle payant, gratuit si tu hostes ton... Ouais, alors il y a effectivement, comme le dit Olivier, il y a des gestionnaires de mots de passe si vous en utilisez, type voilà, les Dashlane, etc. Alors je crois que Dashlane ne le fait pas, mais OnePassword par exemple le gère, où en gros vous pouvez gérer vos mots de passe et en plus de ça gérer effectivement l'espèce de code à usage unique, vous pouvez directement l'intégrer dedans. Et d'ailleurs, alors je sais pas si Manu tu es toujours là ou pas, mais je me souvenais pas quelle était la différence. Pourquoi à une époque j'utilisais Dashlane et je suis passé sur OnePassword, et c'était je crois précisément pour cette raison-là. C'est-à-dire que sur, en tout cas à cette époque-là, Dashlane ne supportait pas la double authentification. En fait, quand tu te connectes, ça va auto-remplir ton formulaire, mais ça ne gérait pas le 2FA, alors que OnePassword le gérait nativement. Et c'est pour ça que du coup je passais sur OnePassword. Mais bon voilà, après ça marche chouille on va dire. Moi j'ai des fois des trucs où c'est pas parfaitement voilà, mais dans l'ensemble ça gère plutôt bien. Coucou Alexis, comment ça va? Bienvenue à toi. Je lis Olivier qui met... C'est ce qu'utilise Microsoft, non, les passkeys. Alors récemment je sais qu'on avait vu un article où Chrome annonçait qu'ils allaient supporter les passkeys. En gros l'idée, alors je ne voudrais pas re-rentrer là-dedans, mais voilà, parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé, mais bon, moi en tout cas c'est ce que j'ai un petit peu en tête, c'est qu'en gros ça fonctionnerait un peu avec style une clé privée, clé publique, tu vois, le même principe que ça, et qui permettrait du coup de t'authentifier sur un site, et tout ça serait genre sur un genre de gestionnaire de mots de passe synchro, c'est-à-dire que tu aurais l'ensemble de tes clés en fait qui seraient stockées sur un gestionnaire, et ça te permettrait de t'authentifier du coup sans avoir besoin de mots de passe ou quoi que ce soit, puisqu'en fait c'est ta clé qui fait office, et voilà, ça serait un peu un système type clé privée, clé publique, comme on peut l'utiliser par exemple sur une connexion SSH ou ce genre de truc, en gros. Je rentre pas dans le détail parce que je suis pas expert, mais c'est ce que j'en ai compris en tout cas. Inès, j'ai pas encore testé Zoho Authentificator. J'ai pas compris. Ah, ou tiens, peut-être que t'as dû te tromper, je pense, quand t'as écrit. J'ai pas encore testé Zoho Authenticator. Ouais, non, ça... ouais, lui, Doti et l'app desktop pourraient être revus. Ouais. Après, ça fonctionne plutôt bien. Oti Desktop est un électron très 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 lent sur un MacBook Pro M1, d'accord. Ok.
Voilà, bah écoute, on verra, mais les passkeys, moi, il me tarde, hein. J'espère que ça va vraiment prendre ce truc, parce que je pense que c'est une plaie pour tout le monde de gérer toute cette partie mot de passe, voilà, et moi j'ai essayé aussi auprès de mes proches de les convaincre d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, mais ils ont du mal encore à... Ils ont encore un peu de mal à passer sur ce genre de truc, alors que pourtant, enfin, aujourd'hui, je sais pas comment je ferais si j'avais pas un gestionnaire de mot de passe, hein. Franchement, c'est juste, ça fait partie de mon ADN maintenant, hein. Oh, j'ai un truc style 200 ou 300 mots de passe, comment tu veux tout retenir, c'est impossible. Désolé, tu passais la douane, Xavier? T'es où là? T'es en train de faire un go fast ou quoi là? Ma dyslexie digitale prend souvent le dessus chez moi sur date, t'inquiète, j'ai compris. Bon, après, moi c'est pareil, je t'assure que des fois j'écris trop vite et. Le problème en fait, c'est que quand t'es. Enfin, vu du point de vue du streamer, t'es là en mode ouais, tu lis, tu vois, et donc tu captes pas bien ce que les gens veulent dire et t'essayes d'interpréter. Donc, mais je pense que c'était ce que tu voulais dire. Le trousseau d'Apple fait bien le café. Alors, le trousseau pour la partie gestion de mots de passe, après, ça veut dire que t'es quand même très lié à Apple. Est-ce que tu as aussi la partie partage? Je ne sais pas. Parce que je ne l'ai jamais utilisé, moi, le trousseau d'Apple. Mais après, ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Mais ça veut dire que tu es quand même très lié. Tu es obligé de rester sur ton compte Apple, quoi. C'est-à-dire, demain, tu passes en Windows, c'est fini, quoi. Ou en Linux ou autre. Xavier est sorti de l'UE, je vais à Londres. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire à Londres, du coup? T'as un event ou c'est pour le boulot? Taïga, si t'as pas de gestionnaire, tu mets le même mot de passe partout, c'est souvent ça. Ouais, la pire chose de la Terre à faire, quoi. Parce que ça veut dire que si tu utilises à un moment donné, même si tu es hyper vigilant, etc., potentiellement il peut y avoir des fuites de base de données sur l'un des services que tu utilises. Et donc la première chose que vont faire les hackers, c'est tester ton mot de passe sur à peu près toutes les applications connues, style Facebook, Twitch, Twitter, tout ce qu'ils peuvent tester, quoi. Et du coup, ben voilà, c'est la pire pratique qui soit. Mais après, voilà. Alors que là, dans le cas du gestionnaire, c'est un seul et même mot de passe, puisque en gros, tu retiens un mot de passe maître que tu utilises et ça te débloque, voilà. Mais à l'extérieur, c'est-à-dire sur les services que tu utilises, ben là, pour le coup, c'est à chaque fois un mot de passe différent, quoi. Juste du chill. Ah, bah écoute, profite bien, hein. Et, est-ce que tu vas passer au studio Harry Potter? Si c'est le cas, tu vas bien me mettre les boules, parce que j'y suis allé et il me tarde d'y retourner. J'y retournerai un de ces quatre. Je devais y retourner et en fait le Covid est passé par là, du coup ça a été compliqué, mais profite bien en tout cas, c'est une chouette ville, je trouve, Londres. Je n'utilise pas le trousseau d'Apple, dit Olivier, il ne fonctionne que avec le logiciel Apple, pas les autres, ça limite beaucoup. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. J'utilise Dashlane depuis petit, Xavier. Ouais, non, mais Dashlane, OnePassword, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Nous, en interne, on utilise Dashlane. Moi, à titre perso, j'utilise OnePassword. Et c'était pour cette raison-ci. Je crois que c'était pour le 2FA. Peut-être que, je sais pas si maintenant Dashlane le gère. Mon hôtel est à King's Cross, donc il y a moyen, je pense. Oh, la chance, la chance. T'as trop de bol. Oh là là. Ah, tu m'enverras des photos. Ah non, remarque non, parce que ça va me spoiler si jamais il y a des nouveautés. Ne m'envoie pas de photos. Profite bien, en tout cas. Allez, on continue rapidement, les amis, sur cette matinale avec une autre actu. Pinterest, donc j'ai vu ça sur le blog du modérateur. Pinterest qui lance des cours gratuits pour les experts du marketing en France. Ça, c'est cool. La Pinterest Academy, je trouvais ça pas mal, une belle initiative. Donc Pinterest vient d'annoncer l'arrivée en France de la Pinterest Academy, une plateforme d'e-learning à destination des annonceurs. Le programme qui avait initialement été conçu en 2019 connaît ainsi une refonte globale intégrant 2 fois plus de contenu qu'auparavant. Avant son déploiement en France, cette nouvelle version était déjà disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis le mois de février. Donc on vous explique que le parcours est composé de 12 cours, eux-mêmes subdivisés en plusieurs leçons. L'objectif de ce catalogue complet est de permettre aux professionnels du marketing de maîtriser les insights Pinterest afin de passer leur audience à l'achat. Chaque leçon est conçue pour pouvoir être terminée en 15 minutes. Donc à chaque fois, c'est des cycles courts, donc c'est plutôt cool. Les cours sont progressifs, ils débutent sur les principes de base comme la configuration d'un compte professionnel et s'étendent jusqu'aux fonctions plus avancées comme l'API de conversion Pinterest. Au sein de ce programme, les professionnels pourront également découvrir les différents formats d'annonces, comprendre comment sélectionner leurs objectifs de campagne ou apprendre à cibler leur audience.
avec cette formation, Pinterest souhaite mettre en avant la singularité de sa plateforme, axée sur les tendances auprès des publicitaires et spécialistes de la communication. Donc on a un petit screen là qui montre un peu, et sinon vous avez ce site là, donc c'est leur blog en fait, newsroom.pinterest.com, qui explique effectivement la plateforme. C'est une plateforme d'e-learning interactive qui traite tous les aspects qu'un annonceur doit connaître pour interagir avec son audience cible et réussir à l'inspirer sur Pinterest. Voilà, donc ça c'est un peu le pitch de départ. Ils disent que c'est disponible dans plein de pays et que ce sont plus de 12 cours disponibles constitués de 30 leçons faciles à assimiler de moins de 15 minutes. Donc c'est un peu un redit de l'article afin d'aider les responsables marketing à tirer le meilleur parti de leur campagne sur Pinterest. Voilà, donc la Pinterest Academy, sachez-le, c'est déjà disponible. Voilà, donc ça c'était une petite info que je voulais vous donner en passant, si jamais ça vous intéresse et si ce réseau vous intéresse. On enchaîne du coup avec un petit peu l'instant démo. Donc j'ai vu passer, d'ailleurs je remercie Alexis, c'était toujours dans le chat, c'est lui qui m'a fait passer cette info. Un petit utilitaire, un site, enfin voilà, un site SaaS, je sais pas comment on peut l'appeler, qui va vous permettre en fait d'utiliser donc Webflow qui est un outil no-code pour pouvoir créer des sites et des interfaces, et donc de l'utiliser dans le cadre de la Jamstack. Ça c'est plutôt intéressant. Donc ça s'appelle Udesly, je sais pas comment on le prononce. Alors malheureusement je n'ai pas pu, je ne peux pas vous faire le test en live, tout simplement parce qu'il faut un compte payant sur Webflow et que je n'en ai pas. Mais la vidéo de présentation est plutôt bien faite. C'est une espèce de tuto en fait, donc on peut regarder ça ensemble. Hop. Donc voilà comment se présente un petit peu l'outil. Alors je vais vous partager ça. Je vais peut-être essayer de mettre une meilleure qualité parce que c'est un peu pété là. Donc ça c'est l'interface Webflow que vous connaissez peut-être si vous utilisez, vous êtes utilisateur-utilisatrice. Donc il y a une fonction en fait d'export qui est présente en fait de base sur Webflow, et c'est là que j'ai pas pu en fait intervenir, puisque cette fonction d'export, donc qui se situe ici là à l'interface en haut à droite, vous permet d'exporter le code en fait via un zip. Donc il vous faut effectivement générer ce zip, et donc voilà, donc ça c'est ce que montre un peu la démo le démonstrateur. Il montre que vous avez accès à une extension Udesly qui vous permet donc du coup de choisir si vous souhaitez convertir depuis Webflow vers Shopify, vers WordPress, vers Ghost ou vers la Jamstack. Donc nous on va choisir la Jamstack. Hop. Yes, t'inquiète Olivier. Ouais, c'est ça Xavier. À ce moment c'est un peu le sujet du moment, mais c'est comme ça, c'est comme l'IA, tu vois, je vais devenir expert IA un jour. Donc on exporte notre partie code, ok. Donc du coup ça vous ne pouvez y accéder que si vous avez un compte payant, hein, je répète. Donc j'avance, on a exporté notre truc, et là on arrive du coup dans Udesly, on va dans l'app, et on a possibilité du coup de dire ok, j'aimerais bien lancer, héberger en fait mon site qui provient en fait de Webflow. Donc du coup, première étape, je drag and drop en fait mon zip. Donc on le voit, il fait un petit drag. Hop, et à partir de là, donc il y a un fichier qui a été généré aussi au préalable, un fichier config qu'il faut uploader, mais bon voilà, c'est pas très compliqué à faire. Et ensuite on appuie sur convert, et donc ce qui va se passer, c'est que ça va directement convertir et créer en fait votre site à partir de ça. Et donc on peut linker ça sur un repo GitHub, ok. Donc ça c'est ce qu'il est en train de faire le démonstrateur. Et donc une fois que c'est fait, voilà, évidemment on peut le déployer via Netlify par exemple pour la partie hosting. Ok, donc là il montre, blabla, ça c'est rien de nouveau si jamais vous utilisez un petit peu cet outil. Et voilà, et du coup le site est directement en prod. Alors là où c'est intéressant, c'est que ça va reprendre exactement toutes les animations, parce que je me suis dit mais c'est un peu bête en fait, à quoi ça sert si tu as un export HTML, tu le lances et puis c'est tout. Et en fait ça va reprendre toutes les animations, tout depuis Webflow en fait, et surtout pour les gens qui potentiellement sont pas à l'aise avec la technique, avec le déploiement ou autre, ça permet en fait quasiment, je dirais, ouais, même 100% en no code on va dire, de le déployer mais dans une mouvance Jamstack. Donc voilà, avec
avec le repo GitHub qui va bien, avec le déploiement sur Netlify, etc., etc. Donc c'est plutôt cool, je trouve, de voir qu'il y a quand même certains ponts qui sont faits et que on n'est pas obligé en fait directement d'héberger tout ça sous Webflow eux-mêmes. On peut très bien en fait exporter ce qu'on a créé et le passer et l'héberger nous-mêmes, etc., etc. Ou se servir par exemple de, je sais pas moi, de Webflow pour avoir uniquement la partie page builder, on va dire, générer quelques pages et puis se servir du code et le sortir complètement de Webflow. Ça c'est plutôt, je trouve, une pratique plutôt cool parce que du coup, s'il y a des gens qui s'inscrivent plus dans la mouvance Jamstack, ils y trouveront du coup leur compte. Donc voilà, Udesly, si jamais vous ne connaissez pas, une ressource que vous pouvez aller tester, et qui est plutôt bien fichue, mais sachez en tout cas que vous ne pourrez la tester, alors je sais pas au niveau du pricing, mais sachez que, ouais, donc il y a une partie gratuite, une partie payante, mais c'est surtout, vous devez pour que ça fonctionne, avoir un compte au moins, même le moins cher, mais payant de chez Webflow. Je sais même pas combien ça coûte d'ailleurs Webflow. Voyons voir, parce que moi je m'en sers à titre perso pour faire des tests ou des choses comme ça, ou après quand j'ai besoin d'une petite page vite fait. Je voulais savoir le pricing. Bon, je ne vais pas y arriver. Attendez. Pricing Webflow. Tic tac, tic tac. Donc on a une version gratuite, on a une version basique à 14 $. Donc je pense que c'est ça la première version payante, la moins chère, entre guillemets, qu'on ait. 14 $, 23, bon voilà. Voilà, donc c'est la seule contrainte un peu de cet outil, je trouve, c'est dommage. On peut pas tester en fait en gratuit et on est obligé d'en passer par un abonnement payant. Voilà un petit peu pour l'actu. On va terminer très rapidement sur une petite news. Je vais pas forcément la détailler. Un nouvel acteur, je dirais, du e-commerce qui fait son apparition. Ça, c'est une actu de Clubic. Et donc, cet outil, ce site qui s'appelle, alors je sais pas si c'est Temu ou Temu, qui est donc un nouvel acteur du marché du e-commerce et qui inquiète pas mal au niveau des États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est un e-commerce dont le siège est basé en Chine, Shanghai si je ne me trompe pas. Et vous savez bien qu'en ce moment, notamment avec l'affaire TikTok, c'est un peu tendu, on va dire, entre les entreprises chinoises et les États-Unis. Le petit détail qui fait la différence, c'est que vraiment, apparemment, cette appli est vraiment en train d'exploser aux US. Et du coup, forcément, ça pose des soucis à Washington qui se questionnent et qui risquent d'intervenir très rapidement. Donc, lancé fin 2022 outre-Atlantique, Temu est une version internationale du géant chinois d'e-commerce Pinduoduo. Ses bureaux sont basés à Boston, mais ceux de sa maison mère sont à Shanghai pour l'heure et elle n'est pas disponible en Europe. Un déploiement au Royaume-Uni est envisagé et compte tenu de son succès aux États-Unis, la plateforme pourrait ensuite arriver dans d'autres pays. À l'instar de Wish et d'AliExpress, Temu offre une grande variété de produits à des prix très bas. Comme ces plateformes, elles connectent directement les clients aux fournisseurs, éliminant les coûts des intermédiaires et lui permettant de proposer des prix défiant toute concurrence. Et du coup, aux États-Unis, les téléchargements de l'application ont augmenté de 57% au premier trimestre, donc c'est en train vraiment d'exploser. Niveau fiabilité, ils disent que c'est à peu près comme tout ce type de plateforme, c'est-à-dire que vous avez des gros délais d'attente et des fois des surprises, mais vu que c'est pas cher, il y en a qui vont quand même. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre après dans cet article d'intéressant ? Voilà, du coup, ils reviennent effectivement sur le côté, comment dirais-je, méfiance et l'affaire TikTok. TikTok et les États-Unis qui en ce moment sont un peu en discussion pour savoir comment ça va se passer, puisque Washington est un peu inquiet des infos qui pourraient transiter et aller directement à l'État qui est communiste, je vous le rappelle. Voilà un petit peu, donc en tout cas Temu, on verra ce que ça va donner, mais nouvel acteur du marché du e-commerce en concurrence avec des Wish, des Alibaba et pourquoi pas des Amazon. Sachez qu'on suivra ça de près.